femme amoureuse, tout petit. Je suis une femme amoureuse et je brûle d'envie de dresser autour de moi les murs de ma vie. C'est mon droit de t'aimer et de vouloir te garder et de vouloir te garder. On pourrait continuer longtemps, évidemment. Vous avez certainement 1000 demandes. Patrick, Oui? non seulement je suis très heureuse de chanter en direct, mais j'ai une faveur à te demander. Accordé. Je voudrais rendre un tout petit hommage à monsieur Yves Montand. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais et nous vivions tous deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement, sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Puisque vous voulez une autre chanson, sachez que cet après-midi, nous avons eu un visiteur du nom de Jean Lefebvre. Il y avait un piano avec Jean-Claude Ric, il y avait Mireille Mathieu, ballade irlandaise. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je dors auprès de toi, Près de la rivière, ou notre chaumière, pas comme un cœur plein de joie. un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Mais dans mes bras, quelqu'un d'autre que toi, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Je dors auprès de toi.
L'eau de la rivière Fleur la bruyère et ton soleil est à moi. Un oranger sur le sol irlandais, on ne le verra jamais. Un jour de neige embaumé de lilas, jamais on ne le verra. Qu'est-ce que ça peut faire? Qu'est-ce que ça peut faire? Toi, tu seras toujours là. Ah, nous avons de bons visiteurs sur ce plateau de télévision. Paul Vuillard, vous êtes à la une, Pamela et Mathieu, et si je dis que vous avez acheté un village, 10 000 francs, je dis bien 10 000 francs, 1 million de centimes, il y a tout un village, il y a quelques années, est-ce que je dis la vérité? Oui, en fait, c'était un tas de pierres, Oui. parce que la somme l'explique bien. Mais c'est exact, oui. Enfin, il y a quelques années, il y a 20 ans maintenant. C'était en 73? C'était en 73, oui. Voilà. Alors vous étiez à l'époque chirurgien, vous avez quitté votre métier depuis 8 années et demie, vous n'opérez plus, mais regardez le temps passé pour reconstruire, j'allais dire ressusciter, redonner vie à une époque où on C'est une parle belle histoire d'amour beaucoup entre un d'environnement. brillant chirurgien fatigué d'opérer des thyroïdes et un village de la Drôme provençale désolé d'être abandonné. Paul, le chirurgien, avait un rêve d'enfant, trouver un petit village aux ruines oubliées et le restaurer. Pomerol, le village accroché à la montagne, désirait sortir d'un long sommeil et retrouver son âme. Ils se sont rencontrés il y a de ça une vingtaine d'années. Pomerol a séduit Paul et Paul a acheté Pomerol. Le village a été totalement abandonné en 1910. À force de réparer ce village que j'ai réparé pendant 10 ans en week-end, en vacances, j'y vivais de plus en plus, comme disait une dame qui habite en bas du village, la femme du berger, elle disait toujours, ben Paul, vous partez de reculons, de Pomerol, parce que je partais en ayant de moins en moins envie d'en partir, et puis un jour j'ai eu envie d'y rester en permanence. Je n'ai aucun but dans ce village, sauf de vivre à un endroit que j'aime, et que j'ai petit à petit façonné. Ici, tous les matins, je fais quelque chose de différent, c'est fabuleux. Puis j'apprends quelque chose de différent, surtout d'apprendre de nouvelles choses. Et j'ai encore à apprendre énormément. J'ai pas l'impression ici d'avoir encore atteint le niveau de ce que je peux apprendre du tout, alors que dans tout métier, et dans mon métier précédent, on finit par plafonner, ça s'ennuie. Pour vivre, Paul a créé une association loi de 1901. Chaque visiteur voulant découvrir le village doit s'acquitter de la modique somme de 5 francs. Il a construit une auberge et cuisine avec talent. Et pour les amoureux du site qui veulent s'y arrêter un moment, 15 maisons réveillées de l'oubli peuvent accueillir jusqu'à 60 personnes. Moi, j'aime qu'on regarde mon village. Mon fils m'a dit un jour, ah ben toi, papa, ton village, c'est ton tableau. Dites-moi, Paul, vous avez reconstruit combien de maisons? Le nombre, c'est difficile à dire. Il y a de toutes petites maisons et de grandes maisons, mais enfin, disons une quinzaine. Vous avez commencé par la mairie et l'église. Non, mais nous avons commencé, je dis nous parce que nous étions un groupe d'amis en commençant, et nous avons commencé, non, pas toujours, nous avons commencé surtout par des maisons utilitaires. Effectivement, l'église a été une des premières refaites en 77, et maintenant d'ailleurs, depuis peu de temps, la cloche C'était pas sonne. du tout votre métier, vous n'étiez pas chirurgien, bon, faut être habile de ses mains, bien sûr, mais là, vous avez fait charpentier, menuisier, plombier, maçon, terrassier, couvreur. Ben là, j'aime bien rendre quand même un hommage à mes collègues parce que je me sens toujours chirurgien, quoique je ne le fasse plus. Je n'ai jamais rien trouvé plus difficile à faire que la chirurgie. C'est plus facile le reste. Et kir en grec, ça veut dire les mains, c'est l'art de la main. Donc c'est assez normal qu'un chirurgien sache faire. Est-ce que vous n'avez pas l'impression d'avoir réalisé le rêve de beaucoup d'entre nous, à savoir changer de vie? Enfin, d'en avoir plusieurs dans une seule. Oh, j'ai une chance folle, oui, je suis très très contente. Tous les matins, quand je me réveille, je me dis c'est formidable de s'être décidé. On va vous faire de la publicité pour ce village, puisque je crois que le droit de visite est à combien?
5 francs. 5 francs, ça permet à monsieur d'acheter un quart de ciment, c'est ça? Voilà. Mon unité de mesure, c'est le sac de ciment, oui. Voilà. Je dis toujours aux visiteurs, mais ça fera un sac de ciment de plus. Vous avez une famille de Laotiens qui est également venue habiter avec vous? Oui, je me suis occupé effectivement en 80, vous savez, ces Good People dont on entend parler, puis qu'on oublie un petit peu, et qui est venu vivre pendant plusieurs années. Et d'ailleurs, mon jeune Kéo vient souvent me voir, il habite Nyons maintenant, et il revient. Alors ça se situe à côté de chez vous, Ah Mireille. oui, à Faudra venir me voir. C'est promis. Alors ça se trouve, donc c'est Pomerol, près de Pomerol, c'est la banlieue d'Avignon. C'est la banlieue d'Avignon. Voilà, je suis plutôt Avignon qui est la banlieue de Pomerol maintenant. Merci en tout cas. On parle beaucoup d'environnement aujourd'hui. Vous, ça fait 20 ans que vous protégez, vous préservez, vous reconstruisez l'environnement. Et ça méritait un coup de chapeau parce que, comme toujours, dans la vie, c'est normal, d'ailleurs, c'est pas critiquable. Il y a des grandes modes. Là, c'est la mode du verre, la mode de l'environnement. Vous n'avez pas attendu cette mode. Ça fait 20 ans que, par un coup de cœur, par passion, vous avez reconstruit tout un village et vous lui avez redonné une âme. Est-ce que les maisons sont habitées aujourd'hui ou est-ce qu'elles le seront par de prochains habitants ? Je ne cherche pas spécialement actuellement des habitants parce qu'il y a souvent un problème d'activité économique et pour l'instant je m'en sers surtout pour accueillir des hôtes, des gens qui viennent visiter. Et je vous dis, depuis la vallée du Rhône, il suffit de monter à Nyons, Rémusat, la Motte-Chalancon, c'est très près. C'est la Drôme du Sud et la Drôme en ce moment fait de gros efforts. Et je suis content d'ailleurs de saluer tous ceux de la Drôme qui m'ont aidé. Paul Vuillard, je voudrais vous présenter maintenant un métier que vous ne connaissez pas, qui a été mis à la une par Mireille. Est-ce que vous saviez qu'il existait des tapeurs de pommes? Vous allez me dire oui, non? Non. Est-ce que vous saviez qu'il existait des tapeurs de pommes, mesdames et messieurs? Qui savait? Personne savait? Ça va, je suis pas trop bête. Tapeurs de pommes, ça existe, la preuve. Vous avez décidé de me mettre à la une, de mettre ma profession à la une. Et vous vous trouvez ici au milieu d'une des plus belles falaises troglodytiques d'Europe qui se situe dans un petit village à 8 km de Saumur, à Turcan. Et je vous prie de bien vouloir me suivre à l'intérieur. Ma bonne, c'est moi, je suis plus... Alors voilà, j'arrivais ici il y a maintenant 5 ans. J'ai acheté ces lieux par amour du monde souterrain et des troglodytes, parce que je suis né là-dedans. Mes arrière-grands-parents furent troglodytes. Je suis arrivé ici tout simplement pour me faire plaisir. Et en nettoyant ces lieux, j'ai découvert les fours. Et c'est à partir de cette découverte que j'ai retrouvé cette industrie des pommes tapées. Voilà 3 quarts de siècle qu'on n'en faisait plus du jour où je me suis intéressé. Dès le lundi matin, mon épouse Sylviane va éplucher 140 kilos de pommes, ce qui représente 1400 pièces, soit 60 000 tours de manivelle. On a chauffé notre four pendant environ 5 heures. On est à température désirée. Il nous reste maintenant à enfourner nos 140 kilos de pommes précédemment épluchées. Voilà, on les dispose à l'intérieur. Il nous reste à fermer la porte pour conserver la chaleur. Et voilà, c'est parti pour 5 jours maintenant. Et tous les jours, on va les sortir pour les retourner, pour avoir une parfaite homogénéité du séchage. Et tous les jours, on va aussi taper dessus pour les aplatir. Et ce sont les vignerons de ce village qui, en 1880, ont fait faire ces fours, puisqu'en 1880, la vigne, activité principale de ce village, fut anéantie par un petit puceron qu'on appelle le phylloxéra. Catastrophe, il a fallu se reconvertir, faire autre chose. Ma bonne. On arrive maintenant à notre fin de cycle, où on termine l'aplatissage. Il faut choisir parmi celles qui restent, celles qui sont encore à taper pour diminuer son épaisseur et arriver à une épaisseur inférieure à 2 cm, ce qui garantit sa conservation. Il faut surtout éviter, en leur tapant dessus, c'est qu'elles éclatent. Parce que si elles éclatent, après, à la réhydratation, elles ne sont pas présentables.
Voilà, dans un instant, l'homme que vous avez vu dans le reportage, c'est Alain Ludin. Il est là. Dans un instant, on va goûter ces pommes, parce qu'on voudrait savoir qu'est-ce que ça a comme goût quand on les mange. À la fois celles qui ont été réhydratées, et puis celles qui ressemblent à des biscuits. Ça ressemble à des biscuits, hein, là. Hein. Oui, ça ressemble à des petits macarons, effectivement. Oui. Bon, on va en parler dans un instant, on va les goûter. Mais un des invités de notre amie Mireille, c'est Rod Voisine, avec une chanson que tu aimes beaucoup, oui. une de ses premières chansons. Ses premières chansons, Hélène. Et fort gentiment, Roch nous a chanté Hélène. Je la remercie parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. D'ailleurs, il faut aller tous le voir. Il se produit à Bercy au mois de février et je vais aller le voir parce que c'est quelqu'un qui a une voix superbe. Ce sera le 6 décembre. Merci, Roch. Témoin de cette émission pendant 2 heures. Le voici avec Hélène, Rod Voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment oublier ton sourire et tellement de souvenirs. Nos jeux dans les vagues près du quai, je n'ai vu le temps passer. L'amour sur la plage désertée, nos corps brûlés enlacés. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Pourquoi tu pars, reste ici. J'ai tant besoin d'une amie. Hell, the things you do make me crazy about you. Pourquoi tu pars si loin de moi, là où le vent te porte, loin de mon cœur qui bat. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras à 100 000 lieues de moi. Comment t'aimer si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin là-bas. Dans ton pays loin de moi. Rod Voisine, qui sera la vedette de cette émission, donc vedette de cette émission le 6 décembre dans 15 jours, pendant 2 heures. Alors là, je goûte les pommes. Tu en veux un petit peu? Tu en veux un petit peu? Oui. Tiens, voilà. C'est la pomme réhydratée d'Alain Ludin, qui est tapeur de pommes, vous l'avez vu tout à l'heure.
C'est bon, hein, ça. Et est-ce que celle-ci, alors bon... C'est délicieux. C'est un vieux métier, ça, quand même. Bah, c'est un vieux métier qui était complètement disparu du jour où je m'y suis intéressé. C'est-à-dire que depuis 1914, dans mon village, on ne faisait plus de pommes tapées. Est-ce qu'il y a une qualité de pommes? C'est bon, ça aussi. C'est bon. Mais c'est dur, c'est un peu dur. Hein. Ah, dur du tout. C'est vraisemblablement comme ceci que nos meilleurs clients de 1890 les dégustaient. Est-ce qu'il y a une qualité de pomme? C'est ce que je voudrais savoir. Ça fait partie du mystère. Ah, c'est un secret, donc on peut pas... Alors, on ne peut pas savoir le secret, ça c'est un mystère. Vous en voulez? Allez, faites passer... Non, alors, faites passer le plat, là. Non, elles sont bonnes, elles sont bonnes. Vous en voulez, là-bas, les jeunes filles? On a un groupe de jeunes filles, là, qui est venu... de Normandie, attendez. Je pose une autre question à Alain. Combien faut-il de pommes par an? Combien faut-il de pommes par an? Nous, avec mon épouse, parce que je suis à la une des jeunes filles. Il y a votre femme aussi qui s'appelle Sylvaine. Sylviane, pardon. Sylviane, il n'est pas tout seul. Sylviane. Regardez les jeunes filles, oui, pardon. Et alors, je demandais combien fallait-il de pommes par an? Bon. Eh bien, tous les deux, l'année dernière... Arrêtez les jeunes filles là-bas, arrêtez là. C'est au vin, hein. Tous les deux, l'année dernière, on a épluché environ 6 tonnes de pommes, de pommes fraîches, pour ne récupérer qu'à peine 400 kilos de pommes tapées. Bon, merci beaucoup. Là, on va avoir de la publicité dans un instant. Je vous rappelle qu'on reçoit pour la première fois réunis sur un plateau Laurent Fabius, Patrick Bruel et Alain Delon, mais tout de suite, la deuxième photo de notre jeu. Alors, deuxième photo, en quelle année Guèche Paty a lancé son succès Étienne. 36, 68, 40, 45 et 36, 15 côté TF1. Puis il y a également, vous le savez, l'indice dans Téléstar qui paraît lundi. Alors, Fabius, Delon, Bruel sur le plateau pour la première fois réunis pour Mireille Mathieu. Et puis, si vous êtes superstitieux, comme Mireille, il vaudrait peut-être mieux pas que vous regardiez la fin de l'émission. C'est tout. Publicité. Pom, 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 pom. Tous à la une, c'est pour donner, pour partager. Tous à la une, ce soir c'est vous les invités, avec des stars toute la soirée, des surprises et de l'amitié. À tous bonsoir, oui bonsoir, le soleil va briller. Tous à la une. Mireille Mathieu qui vient me rejoindre maintenant. Mireille, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a, madame? Je m'appelle Mireille Mathieu. Elle s'appelle Mireille Mathieu. Vous vous appelez Mireille Mathieu? Oui, exactement. Ah, Mireille Mathieu. Mireille Bonjour, je vous embrasse. Voilà. Vous appelez vraiment Mireille Mathieu? Vraiment. Vraiment. Vous voulez ma pièce d'identité? Oui, montrez-moi votre pièce d'identité. Voilà, ça c'est la première fois que ça nous arrive. Nom Mathieu, prénom Mireille Morissette Albert, né le 8 Au mois de juillet. juillet? Cancer comme moi? Cancer. Oh, ça c'est étonnant. C'est donc... Bonjour Mireille, comment ça va? Ça alors, on est bah, ça, petites, c'est on bien, est petites toutes les deux. Remarquez, on va recevoir dans quelques instants, tenez, je vous les présente tout de suite, il y a Patrick Bruel, il est là, Patrick Bruel, il y a Laurent Fabius, il y a Alain Delon, eux aussi ont un nom. Patrick, j'ai quelque chose pour toi. Oui. J'ai Patrick Sabatier. Où est-il? Voilà. Vous êtes Patrick Sabatier. On applaudit. Bonsoir. Je vous Bonsoir. présente Mireille Mathieu. Tenez, Jaude. Bonsoir. Vous êtes né quelle année, vous? En 51. 51 comme moi. Oui. Vous les avez ou vous allez les avoir vos 40 ans? Je vais les avoir. Quand? Le 25 décembre. Vous me devez le respect. Oui. Hein, je les ai eus la semaine dernière. Alors, nous avons un Patrick Sabatier. Voilà, monsieur. Comment s'appelle votre mère? Son prénom? Simone. C'est pas la même. Alors, donc, il y a une Mireille Mathieu, on a un Patrick Bruel, on a un Alain Delon, on a un Laurent Fabius. Et dans quelques instants, on va essayer de comprendre, est-ce qu'il est facile, est-ce que c'est plutôt un avantage ou est-ce que c'est plutôt un inconvénient de porter le nom de gens célèbres. Mais tout de suite, Mécano avec Nature Morte. Mécano.
déjà s'enflamme. Elle sur lui tel quel, homme et femme pêle-mêle, font s'embraser les draps. Et l'océan qui est fou d'Alain détourne le regard, car la jalousie n'épargne ni le sel, ni les algues, ni même les vagues. Avec le soleil déjà, Miguel est sur sa barque. Embrasse-moi, amour, et attends mon retour, tranquille sur la plage. L'océan murmure dans son langage, misérable pêcheur, tu peux lui faire des adieux, jamais plus je ne partagerai son cœur. Et pleurer, Miguel, et attendre, Miguel, sur le rivage qu'il revienne vers elle. On dit au village que cette roche blanche est recouverte de sel et de corail. Elle l'attend sur la plage, ne l'attend plus, triste fille de pierre. Miguel ne viendra pas, l'océan le tient prisonnier, pour pouvoir seul te prendre dans ses bras. Et pleurer, Miguel, et attendre, Miguel, sur le rivage qu'il revienne vers Il y a même des gens qui racontent que quand monte la tempête, c'est Miguel, lui, ton amant, qui fait bondir les vagues jusqu'au ciel. Superbe chanson de Mécano. Et elle est belle. Très belle chanson. Bravo. Alors, Patrick Bruel, Gracias. Laurent Fabius, Alain Delon, et Mireille Mathieu et Patrick Sabatier. Patrick Bruel, alors, est-ce que vous, la Bruel Mania, c'est quelque chose qui vous touche plutôt, qui vous arrange, ou alors qui vous ennuie, puisque vous vous appelez Patrick Bruel? Non, ça m'ennuie absolument pas, et ça me dérange pas non plus. Est-ce que vous avez eu comme ça des surprises dans votre vie ou des ennuis parce que vous vous appelez Patrick Bruel?
Deux ennuis, non, aucun. Ouais, Vous avez une anecdote à nous raconter, peut-être l'histoire de la marche du 11 novembre. Voilà. Le 11 novembre, on a fait une marche, donc un groupe d'amis, on s'appelle les Galoches Percées, et c'est ma femme qui faisait les inscriptions. Et quand elle s'est inscrite, elle a dit, bon, les Galoches Percées, elle a dit, qui c'est le responsable? Les Galoches Percées? Percées, les Galoches Percées. On a un petit groupe d'amis, donc... Ouais, d'accord. Et elle a dit, qui c'est le responsable du groupe? Patrick Bruel. La dame a dit, le chanteur, il vient marcher. Elle a dit, non, c'est pas le chanteur. Elle a dit, mais si, il n'y a personne d'autre. Ma femme a été obligée de sortir ma carte d'identité pour lui faire voir que je m'appelais Bruel Patrick et que je n'étais pas chanteur. Vous, c'est Laurent Fabius, c'est ça? Oui, c'est exact. Vous avez déjà rencontré Laurent Fabius? Non, non, je l'ai rencontré qu'à la télé. Ouais. Malheureusement... Vous savez ce qu'il fait dans la vie? Oui, je sais bien. La politique vous La intéresse politique. ou pas? La politique, non, ça m'intéresse pas. Je suis assez mauvais en politique. Vaut mieux pas que je m'y intéresse. Est-ce que c'est un handicap pour vous? De pas être bon en politique? Non, de vous prénommer Laurent Fabius. Il y a les avantages et les inconvénients. Alors l'avantage, je suis là ce soir, je vous remercie. À part ça, j'en vois pas beaucoup. Et l'inconvénient? En inconvénient, c'est un nom qui est assez remarqué, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de dire mon nom 36 fois, une fois ça suffit. On m'a retenu. Ouais. Mais pourtant, vous n'avez aucun point commun avec lui, hein? Non, non, enfin, j'ai jamais fait de recherche. Ouais. Que je Non, mais enfin, physiquement, je veux dire que... Physiquement, on verra plus tard, je peux commencer à perdre mes cheveux. Alors, Alain Delon. Oui, Alain Delon. Alors, Alain Delon, c'est quand même quelque chose, quand même, de s'appeler Alain Delon. C'est le nom en France, je crois. Je m'excuse pour les autres, mais je crois que c'est le nom. Oui, excusez-nous, on peut peut-être partir si ça vous ennuie. Non, c'est vrai. Oui, oui. Quand on parle d'Alain Delon, bon... Est-ce que vous pensez que vous avez des points communs avec lui? Non, peut-être on est conscrit, comme on dit chez nous à Lyon, là-bas, c'est-à-dire qu'il est né en 35, moi en 55. On a la même terminaison, on a 20 ans d'écart. Ouais. Mais vous êtes, vous êtes électricien en bâtiment, hein? Oui. C'est ça. Bon, vous prenez le téléphone, vous avez des clients, etc. Ouais. Non, enfin, moi je suis sur les chantiers, mais enfin, ça m'est arrivé d'être au bureau, oui, monsieur Delon. Dans l'entreprise, ça fait pas mal. Et un jour, vous êtes, je crois, allé dans un hôtel et puis vous vous êtes retrouvé avec un Victor Hugo. Ah ouais, Victor Hugo. Oui, à l'époque, on allait en déplacement dans les hôtels, on remplissait des fiches, ça se fait plus maintenant. Ouais. À l'époque, alors je remplis ma fiche, je donne une fiche au patron de l'hôtel, le patron de l'hôtel me dit, je rêve. Il me dit, ce soir, je vais avoir une sacrée table. Il avait un client qui avait rempli sa fiche le matin et qui s'appelait Victor Hugo. Victor Hugo et Alain Delon. Le soir, il nous a fait manger ensemble à la même table et on a passé une bonne soirée tous les deux. Ça va, c'était pas misérable du tout. Hein? Ah non, non, pas du tout. Merci beaucoup de remarquer hein, de temps en temps. Merci, non, bah, parce que c'est du boulot tout ça. C'est du boulot. Tu connais tes classiques. Ça n'a l'air de rien. Vous, c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à vous croire quand vous êtes arrivé, mais j'ai vu la carte d'identité, Mireille Mathieu. Vous auriez aimé chanter? Mais je ne sais pas chanter. Alors je chante tellement faux que je n'aurais jamais. Est-ce que la réputation de Mireille Mathieu, quelque part, a une influence ou un impact sur votre vie? Non, non, pas vraiment. Mais enfin, moi, j'ai la chance, c'est que je reçois du courrier, je reçois des appels, et c'est toujours très gentil parce qu'on vous aime énormément. Alors, au lieu d'avoir des factures, eh ben, moi j'ai des lettres d'amour. Ah oui, ça, c'est très agréable. Est-ce que vous avez également les factures de Mireille Mathieu? Non, pas du tout. Non. Non, non. Mais sinon, ça n'importe pas d'impact parce que moi je dis jamais Mireille Mathieu, je dis toujours Mathieu Mireille. Ça donne pas la même importance. À part quand on a mes papiers d'identité, qu'on s'aperçoit que c'est Mireille Mathieu. Alors j'ai toujours des personnes qui ont des sourires. Mais vous ne l'aviez jamais rencontré? Jamais, c'est la première fois. Moi, j'ai jamais rencontré Patrick Sabatier. Ah, Patrick Sabatier. Et alors, j'ose à peine vous dire si c'est un avantage ou un inconvénient, vous comprenez? C'est un avantage pour monsieur, parce que je connais une anecdote, vous allez peut-être la dire, sur À tout cœur, quand tu avais une émission À tout cœur. Il faut que vous la racontiez. Ah oui, je suis commerçant. Hein, et vous vendez quoi? La confection homme. Et j'avais des étiquettes de pantalons avec un cœur dessus et marqué à tout. J'avais des clientes qui passaient et qui me disaient tiens, à tout cœur, c'est Patrick Sabatier. Ouais. Est-ce qu'il vous est venu aux uns et aux autres l'idée de vous servir de votre nom, non pas pour abuser d'une autre, c'est pas la question que je vous pose, mais d'avoir quelques petits privilèges comme ça en disant tiens, ils vont peut-être croire qu'on est le... Non, mais enfin, ça facilite quand même les contacts. Hein. Des fois, les gens ont par curiosité de voir la personne. Bon, vous en êtes servi également. Vous êtes marié? Oui. Bon. Vous n'en êtes pas servi pour draguer? Non. Vous?
Et personne sont surprises. Oui. Oui. Au bout d'une heure, quand on commence à dévoiler... Au bout d'une heure Quand on dévoile, quand on dévoile son identité... Ah oui, d'accord. Il y a des grosses surprises. Bon, en tout on est cas, obligé de sortir les papiers déjà. Je vous remercie d'être venu. Il y avait Patrick Bruel, il y avait Laurent Fabius, il y avait Alain Delon, il y avait Mireille Mathieu et il y avait Patrick Sabatier. Je vous propose de les applaudir comme des stars. Voilà. Figurez-vous que maintenant, voilà, je voudrais vous présenter, et Bruel a beaucoup fait pour eux, le groupe Psy. On a une chanson qu'on aime bien, ils sont déjà venus la chanter dans l'émission, mais vous savez, l'amour forza dura, c'est Angelina. Psy. Succès depuis l'été par le groupe Psy, Angelina.
Je sais que vous êtes très nombreux maintenant et très nombreuses à regarder cette émission et je vous en remercie. Et beaucoup de personnes regardent la télévision maintenant plus tard le soir. C'est pour cela qu'après la page de publicité, je vous propose encore un quart d'heure à 20 minutes d'émission, dont un sujet traité par rapport à Mireille Mathieu, la superstition. Je ne sais pas si vous êtes superstitieux, mais sachez en tout cas que Mireille l'est extrêmement, c'est presque maladif chez elle. Et j'ai demandé, non pas à deux spécialistes, mais en tout cas à deux femmes, cette fois-ci ce ne sont pas deux hommes, qui ont écrit sur la superstition, de nous expliquer pourquoi on est superstitieux, d'où ça vient, quels sont les signes de la superstition, est-ce qu'un jour ça disparaît, est-ce qu'un jour ça réapparaît. Je suis sûr que ce petit sujet va vous intéresser. Et puis il y aura une dernière chanson de Mireille qui fait partie de son nouvel album. Et puis je vous propose également un dernier homme dans cette émission dans quelques instants, un homme qui a raté son concours pour rentrer à la SNCF. Il s'appelle Marc Avignon et il ne vient pas d'Avignon. Son nom c'est Marc Avignon. Et vous allez découvrir que quand un jour les portes sont fermées devant vous, on peut arriver à contourner et à réaliser quand même son rêve. Le rêve, c'est peut-être de gagner pour vous 100 000 francs. Voici la troisième photo du jeu des stars. L'année où Jacques Chaban-Delmas est devenu Premier ministre. Alors si vous avez une photo, c'est 20 000. Une photo, une année, bien sûr. Deux photos, c'est 50 et trois photos, c'est 100 000. 36, 68, 40, 45, 36, 15 côté. Enfin, un indice précieux lundi dans le journal Téléstar. Petit écran de publicité, peut-être pour vous l'occasion de manger un petit gâteau, un petit peu de chocolat, une glace ou autre chose, et de revenir très vite. Two Rooms, l'album. Two Rooms, 16 classiques d'Elton John et Bernie Taupin, interprétés par les plus grands. Le dentifrice qui réunit toute la famille, c'est Aquafresh. Aquafresh, c'est 3 dentifrices en un pour une triple protection. Il aide à lutter contre les caries, il renforce la protection des gencives, il rafraîchit la laine. 1, 2, 3, Aquafresh, votre dentifrice, triple protection. Le sucre, le plus petit des grands plaisirs. TF1 Vidéo et Filmation vous proposent un merveilleux cadeau, Blanche-Neige et le château hanté en cassette vidéo. Une aventure inédite, TF1 Vidéo. Je veux retrouver le presse. Oh, qu'est-ce qui est si beau! Moi, ça me donne la chair de poule. TF1 et Carte Noire vous présentent Ciné Dimanche. Je suppose qu'on devrait t'inscrire à l'arsenal comme l'arme fatale. Vous êtes un malade, un vrai frappé! Frapper mes flics quand même. L'arme fatale, c'est lui, Mel Gibson. Les héros ne font plus recette, monsieur, messieurs. Un grand film d'action, un affrontement spectaculaire. Mademoiselle, attendez! Chambre avec vue. Lucie! Elle consent à être mon épouse. Partez visiter l'Italie, une jeune Anglaise découvre l'amour. Quelque chose d'exceptionnel nous est arrivé. Chaque semaine, Carte Noire vous invite à jouer avec les tickets d'or du cinéma. Dimanche, 20h45, L'arme fatale. 22h45, Chambre avec vue sur TF1. Tous à la une, c'est pour donner, pour partager. Tous à la une, ce soir c'est vous les invités, avec des stars toute la soirée. Des surprises et de l'amitié. À tous bonsoir, oui bonsoir. Le soleil va briller, tous à la une. Merci, Apsi. Alors, comme je vous l'ai dit juste avant les publicités, on va parler de superstition pendant un instant, enfin un petit moment quand même, parce que Mireille est superstitieuse. Je disais avant l'écran de publicité que c'était presque maladif, parce que tu ne supportes pas des tas de choses. Beaucoup. Pourtant, je suis très croyante, ça ne va pas ensemble, ça je le reconnais, mais cela vient de ma grand-mère.
J'avais une grand-mère, très petite, elle me disait, si tu vois un chat noir, tu le vois pas, tu fais comme si tu ne le voyais pas, passer sous une échelle, renverser le sel, pas de parapluie ouvert, enfin, c'est vrai, la couleur verte, il y a beaucoup de choses. Je sais bien qu'on a fait des émissions. J'ai vu ta cravate, mais je suis daltonienne dans ce cas-là. Non, mais on a fait des émissions ensemble où, bon, on se disait, tu t'habilles comment? Et tu m'as interdit de porter du vert. Ah oui, je fais très attention, et là, On devait faire une émission ensemble, je m'en souviens, et nous devions faire cette émission à 13, et tu n'as pas voulu faire le l'émission. 13, ça non, le 13, ça jamais 13 à table. En plus. Bon, alors, j'ai invité deux personnes, France Beckett qui est là, juste à ma droite, et puis Dominique Théré-Fornacari. Alors, France Beckett, vous avez écrit le petit guide des superstitions. Vous allez nous expliquer, déjà, il y a des tas de choses qui font que les superstitieux disent, comme Mireille, je ne veux pas passer sous une échelle, etc. Il y a des explications, il y a des origines à tout ça? Oui, j'ai eu beaucoup de mal à les découvrir parce que les livres que j'ai consultés à la Bibliothèque nationale, par exemple, ne tenaient pas... Bon. Très bien. Ne donnaient pas les explications et finalement, c'est avec beaucoup de patience et de recherche que j'en ai trouvé. Bon, alors moi j'ai dans une malle, tenez, voilà, vous regardez la malle. Alors par exemple, j'ai le pain. Le pain... Ah oui, il faut pas... Non, on peut pas le mettre comme ça. Pourquoi? Parce que moi, je regarde pas. Il y a une explication à ça? Ah oui, bien sûr. Non, mais je le mets comme ça, hein, oui, comme on n'a pas le droit. Pourquoi? L'explication la plus courante, c'est qu'autrefois, au Moyen-Âge, c'était le pain du bourreau qu'on mettait à part dans les boulangeries, parce que c'était un être maléfique. Mais il y a une histoire beaucoup plus jolie, c'est que la croûte du dessus du pain s'appelle la croûte des garçons. Et celle du dessous s'appelle la croûte des filles. Oui, et alors quand on ne peut pas retourner le garçon. Eh bien, normalement, une fille ne gagne pas son pain couchée sur le dos. Une fille, oui. Bah, oui, en principe, je ne veux pas du tout en tirer de conclusion. Non, moi non plus. Toi, tu n'es pas superstitieux, si je comprends bien. Oh là là. Moi, je croise les doigts. Hein. Mais attends, le fait que je te dise que je ne suis pas superstitieux, ça te fait croiser les... Non, tout ce que tu vas nous montrer. Non, mais le sel, alors le sel. Ne renverse pas, je t'en supplie, là. Non, mais non, tu plaisantes ou quoi? Non, je t'assure, je ne supporte pas. Mais c'est une démonstration. Ah oui, non, mais tu le dis, mais tu ne le fais pas. Oh là 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 là. Alors le sel, ça vient d'où? Ah ben, le sel a toujours été une denrée excessivement précieuse. Les populations primitives se sont fait des guerres pour conquérir le sel, parce que sans sel, les aliments n'avaient pas de saveur. Et c'est devenu un symbole de purification. C'est-à-dire que, par exemple, dans le baptême, on donne du sel à l'enfant qu'on baptise, et en même temps, les guerriers japonais, enfin les lutteurs japonais du sumo, purifie le tatami en jetant du sel. C'est vrai, quand on voit les sumo, c'est vrai. D'accord, ok. Bon, moi, vraiment, moi qui ne suis pas superstitieux, c'est des racontars, hein, tout ça. Hein. Bon, ça, qu'est-ce que c'est que ça, là? Surtout, ne casse pas le miroir. Ne casse pas le miroir, je t'en supplie. Oui, regarde-toi. Non, voilà, tu peux te regarder quand même. Oui, je peux me regarder. Regardez où? Vous êtes très bien, hein? Ah, vous passez très bien à la télé, hein? Alors, ça, on ne peut pas casser. On peut, ça non, mais je crois que si on en casse un, on a l'impression qu'on aura 7 ans de malheur. 7 ans de malheur, oui. Mais 2, 14 non, à mon avis, il faut en casser 10 d'un coup et on est tranquille. Bon, très bien. Alors, il y a des... Les œillets non plus, c'est... Il y a des superstitieux dans la salle ou pas? Levez la main. Oui. Là. Il y en a. Alors, il y en a beaucoup. Les œillets, quelle histoire? Alors, il y a deux versions. Une version est qu'on aurait offert des œillets à une actrice et que l'actrice soit morte. Et une autre version est qu'on offre des œillets à de mauvaises actrices qui jouent mal. Continuez. Non, mais quoi? C'est à moi que ça va arriver, c'est pas à vous. De toute façon, ça peut Mesdames aussi et messieurs, voici ma dernière émission. Non, alors? Alors là, le parapluie, j'ai énormément de mal à trouver une explication. Celle que j'ai trouvée vient de Chine ancienne, où c'était le parapluie et l'ombrelle qui était en fait un intermédiaire entre le ciel et la tête du dignitaire. Et c'était donc un objet trop important pour l'ouvrir simplement entre un plafond et un dignitaire. Chapeau. Chapeau. Moi, je ne mets pas de chapeau sur le lit, moi. C'est ma grand-mère qui me disait ça. Vous ne mettez pas de chapeau sur le lit? Mais je ne sais pas. Mais vous vivez drôlement malheureux, les superstitieux, dis donc. Non, enfin, j'essaie de m'accommoder. Mais vous savez pourquoi on ne le met pas sur le lit? Continuez, j'ai quelque chose à faire, continuez. On ne le met pas sur le lit parce que dans un lit, on naît, on fait l'amour et on meurt. Et la forme du lit... Ah non, ça non. Ah non, ça je ne peux pas. Écoute, j'adore les chats, les animaux, ça je ne peux pas. Ne me fais pas ça, je ne peux pas supporter. Ah non. Non, mais c'est un chat bénéfique, celui-là. C'est un chat spécial. Il a du blanc? Complètement bénéfique. Il a forcément un poil blanc. Non, j'ai peur, j'ai très peur, je t'en supplie.
Je ne supporte. Mireille. Vous m'excusez, j'adore les animaux, je ferais mal à aucun. Mais alors, tu te rends compte, tu es raciste? Mais non, pas du tout, je suis pas raciste. Mais si. Mais non, je suis pas raciste. Mais tu es raciste? Non, pas du tout. Mireille. Tu n'aimes que les chats blancs? Non, tous les chats. Je Non, leur pas fais les pas noirs. de mal, mais je ne veux pas de... Il a un poil blanc dans la queue, et si vous le Oh, trouvez... s'il a un poil blanc dans la queue, Et si Madame vous- France Beckett, Et tout si va vous bien. le trouvez, vous allez vous marier très vite, bon. parce que c'est un signe infaillible. Bon, moi j'aimerais savoir, Dominique Théré Fornacari, vous avez écrit Les sirènes de l'irrationnel quand la science touche à la mystique. Alors, est-ce que vous trouvez